Bonjour à tous, c'est le grand débrief de l'actu dans Smart Tech. On est ensemble pour 28 minutes. Je vous présente les sujets et les débriefeurs juste après. Pour ce grand débrief, juste avant les grandes vacances de l'été, j'ai convié autour de la table Margarita Zlatkova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice programmatique chez Weborama, je le rappelle. Et puis j'ai convoqué aussi Julien Pillot. Bonjour Delphine. Bonjour, notre grand économiste, enseignant-chercheur à l'INSEC, et Pascal Malottier est avec nous également. Bonjour Delphine. Pascal, directeur de la stratégie chez Valtech. C'est bien, vous allez nous apporter ce regard très retail dont on manque cruellement parfois dans nos débriefs, je dois dire, je l'avoue, je le confesse. Alors, on va parler de quoi? On va parler d'intelligence artificielle. Eh bien oui, alors est-ce qu'il y a un mirage de la productivité avec l'IA? On va aussi se poser la question de ce qui a changé dans la publicité digitale. Et puis, on va parler de microprocesseurs pour annoncer une bonne nouvelle pour l'Europe. Mais je vous propose qu'on commence avec le sujet de l'autonomie stratégique, l'indépendance technologique dans le cloud et la cyber. On a entendu beaucoup de discours, mais qu'en est-il derrière les discours? Quelles sont les actions? Pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Jean-Noël Degalzin. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Delphine. PDG, fondateur de Walix, vous êtes le président d'Exatrust qui regroupe en fait les acteurs du cloud et de la cybersécurité. Alors, on connaît notre dépendance quand même aux technologies américaines. On en a beaucoup parlé, notamment dans notre série dédiée sur Smart Tech. Dépendance aux logiciels, au cloud. Mais très concrètement, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de vous entendre sur l'impact, les conséquences économiques, les conséquences sur l'écosystème, sur les entreprises françaises. Alors en fait, n'aime pas toujours multiplier les chiffres dans les interventions, mais là c'est quand même un sujet très intéressant. On a un chiffre qui vient d'une étude Asterès lancée par le SIGREF étant l'organisation qui regroupe tous les directeurs informatiques des entreprises, de toutes nos grandes entreprises. Et donc cette étude Asterès, qui est sortie il y a quelques semaines, a mis en évidence un chiffre finalement que tout le monde cherchait à quantifier quelque part, qui est le taux de nos dépendances. Et finalement, à chaque fois que nous achetons un produit ou un service numérique, finalement, qu'achète-t-on d'européens, qu'achète-t-on en dehors d'Europe? Et ceci permet de mesurer la dépendance. Et figurez-vous que ce chiffre, c'est 83%. 83%, c'est quoi? 83%, c'est à chaque fois que vous utilisez un service numérique, quel qu'il soit, à chaque fois que vous achetez un logiciel, une IA dans le cloud, que vous utilisez une IA dans le cloud ou autre chose, eh bien, dans 83% de l'économie va partir dans des logiciels et des services et des produits qui ne sont pas européens. Donc c'est du chiffre d'affaires en moins pour cet écosystème français. Est-ce qu'on sait évaluer? En fait, C'est quoi comme manque à gagner? Alors, c'est colossal, puisque rien qu'en France, c'est Nicolas Dufour qui a donné le chiffre, c'est 120 milliards d'euros de balance commerciale déficitaire, finalement. 120 milliards d'euros qui partent aux États-Unis, rien qu'en France. Et 83%, ça veut dire que lorsqu'on fait un achat, par exemple, dans une entreprise pour s'équiper en services numériques, on va garder 17% de cette économie pour l'écosystème européen. 83% vont alimenter l'industrie numérique, puisque le numérique est devenu une industrie. Peut-être la réalité qu'il faut qu'on prenne maintenant en ligne de compte, eh bien, part en dehors d'Europe et ne vient pas alimenter la croissance de notre industrie de la tech, de la cyber et du cloud européen. Et ça, c'est un chiffre édifiant en réalité. Voilà. Une réaction l'économiste réagit. Non, mais effectivement, c'est un problème que moi j'avais pointé dans plusieurs de mes travaux qui ont pu être publiés ici et là. Et ce 83% est à mettre en écho avec une réflexion qui s'est faite d'ailleurs sur le plateau de Smart Tech à la sortie du sommet de l'action sur l'IA, avec ces annonces tonitruantes de 109 milliards d'investissements à venir dans l'écosystème français de l'intelligence artificielle. Formidable, mais on s'était posé la question de savoir à la fin, qui va réellement bénéficier de ces 109 milliards? Parce que si c'est pour acheter des GPU chez Nvidia et confier la gestion des data centers à Microsoft ou Amazon, que restera-t-il réellement pour l'écosystème français?
probablement aux alentours de 20 milliards si on prend pour argent comptant ce chiffre de 83% qui est donné par l'étude Asterès et si entre-temps on n'a pas fait les investissements nécessaires doublés de politique industrielle qui soient vraiment proactifs sur ces questions-là pour inverser la tendance et récupérer un petit peu de terrain à ce niveau-là. Et là, on ne parle que de dépendance en valeur. Ce dont Jean-Noël s'est fait écho, c'est de la dépendance en valeur. On ne voit pas la dépendance géostratégique derrière qui est plus qualitative et qui peut pousser aussi derrière, lors de négociations sur d'autres domaines, d'autres industries, eh bien, les intérêts européens être foulés aux pieds par des intérêts étrangers qui peuvent nous faire du chantage sur la fourniture de certains composants ou certains services qui sont critiques et dont on est aujourd'hui complètement dépendant, quoi. Bah oui, oui, c'est-à-dire que les conséquences, elles sont, on n'arrive même plus à les mesurer. Bon, alors, Julien a fait référence au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris. Il y a eu énormément de prises de parole autour de la nécessité de créer des industries souveraines en France, en Europe, Oui. depuis l'arrivée de l'administration Trump. Ok, très bien. Que s'est-il passé très concrètement? Vous êtes dans beaucoup de cercles, normalement, d'action sur ces sujets. Que s'est-il passé très concrètement là depuis le début de l'année dans ce domaine? Alors en fait, oui, il faut être engagé de toute façon aujourd'hui si on veut faire réussir cette industrie européenne et il faut sans arrêt répéter une chose qui nous paraît essentielle. C'est ce que nous, on essaye d'appeler, c'est ce que j'ai essayé de présenter au président de la République lors de la soirée Vivatech à l'Élysée, c'est l'idée d'une prise de conscience et d'un renouveau numérique. En fait, on parle énormément de numérique et pour cause, on va utiliser de plus en plus de numérique. On est de plus, comme ça a été dit à l'instant, dans un contexte qui est quand même un contexte géopolitique très compliqué. Ouais. On se souvient que la dernière fois qu'on a eu une crise majeure à l'occasion du Covid, avec le confinement, il a fallu avoir accès au vaccin. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de trouver des solutions pour reprendre notre autonomie stratégique. C'est une nécessité. Et nous, ce qu'on pense, on a regardé, il y a eu un certain nombre de discours. On pourrait effectivement mettre d'un côté la volonté qu'il y a derrière l'IA de ne pas louper cette bataille et d'essayer de faire émerger très rapidement des champions, on va dire dans le sillage d'un Mistral qui apparaît comme un peu la figure de proue. Mais il faut mettre ça en regard des discours du président directeur général de la BPI, quelques semaines avant ce sommet de l'IA, qui disait la bataille du cloud est morte. Il n'y a plus besoin d'investir dans le cloud européen. Et c'est tout le paradoxe de la question, c'est-à-dire qu'investir sur une IA pour être présent sur la bataille de la tech, oui, mais si cette IA, elle est hébergée dans des clouds, avec des infrastructures, avec des puces, effectivement, et des logiciels qui ne sont pas les nôtres, eh bien, le modèle économique est un modèle économique qui nous tue à petit feu. Donc nous, ce que l'on essaye de mettre en évidence, un certain nombre d'organisations, c'est déjà qu'il y a maintenant un précédent, une filière qui a été créée le 22 avril à l'initiative donc d'un certain nombre d'acteurs du numérique, qui sont plutôt des acteurs souverains, effectivement, les logiciels et solutions numériques de confiance, avec l'idée qu'il existe tout un écosystème dans la cyber, le cloud, l'informatique quantique, dans l'IA, qui sont des petites, des moyennes, des grandes entreprises et qui sont fédérées pour essayer de faire émerger des alternatives européennes. Vous parlez du comité stratégique de filière. Voilà, et dont l'objectif va être de faire naître des chaînes de valeur, qui soient des chaînes de valeur dans les différents secteurs de l'industrie, des services, du retail, du e-gouvernement, qui sont des solutions alternatives, qui à la fois sont des solutions qui sont sécurisées et qui sont faites par des organisations européennes, mais qui sont faites en respectant des règles et des critères d'hébergement des données notamment et de protection des données qui sont conformes à nos propres valeurs et à nos propres intérêts. Et donc, cette idée d'un renouveau numérique, c'est l'idée que maintenant, pour que ce mouvement se concrétise et que notre industrie grandisse et que nous ayons les moyens donc d'être présents dans le numérique dès demain, eh bien, c'est de réallouer 15% d'investissement supplémentaire dans tous ceux qui achètent du numérique, donc les grandes entreprises, les moyennes entreprises, la Commission et les organisations européennes, notre commande publique vers des acteurs de la tech européenne à chaque fois qu'ils ont l'occasion de le faire. Et tenez-vous bien, et ça c'est mon deuxième chiffre,
C'est Oui. que quand vous évaluez ce que ça représente en termes d'investissement, sur les 10 prochaines années, si les directeurs informatiques ou les directeurs généraux de nos grands groupes réallouent 15% de leur budget informatique, qui sont aujourd'hui à 17% européens, et qu'ils passent donc aux alentours de 30% de budget informatique dépensé dans de la technologie européenne, ça générera 690 milliards d'euros dans les 10 années qui viennent. Et ben C'est alors, oui, bah, non, mais donc, bon, bah, c'est ce dont on a besoin. faut appuyer sur le bouton là maintenant parce que oui, on a compris, mais on est vraiment dans une urgence. Est-ce que, enfin, je voulais avoir une réaction de votre côté, Pascal, et est-ce qu'il y a les mêmes urgences dans le domaine du retail? Non, il y a moins d'urgence parce qu'on a su faire émerger, on va dire, des champions depuis longtemps. Je pense à la grande distribution. On a une alternative dans le retail à chacun des concurrents américains qui sont importants. Alors évidemment, on ne va pas comparer Ah bon, le... parce que face à Amazon, par exemple. Ben, on a quand même des acteurs comme Carrefour, on a la Fnac Darty, on Ouais, a des acteurs à chaque fois qui sont en capacité de continuer à exister, d'avoir leur marge de manœuvre et de pouvoir faire face à leur destin. C'est déjà d'accord. bien. Mmh. Amazon, c'est pas le Amazon qu'on connaît aux États-Unis, c'est quand même une version un peu dégradée et moins puissante que dans d'autres pays. Et puis Amazon ne domine pas en Amérique latine, Amazon ne domine pas en Inde, ils ont dans tous ces pays des concurrents qui sont des champions nationaux et qui leur font beaucoup de mal. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on résiste bien. Et on a une tradition retail en France, faut la préserver. Et de ce point de vue-là, en plus, le fait qu'on ait des entreprises de grosse taille, du CAC 40, ça favorise la capacité à répondre à cette menace, j'aime pas le terme, Bon, parce maintenant, il faut qu'on que ces entreprises solides françaises, investisse. Il faut qu'elles qu'elles achètent investissent. des technos C'est ça. européennes. Ah bah ça, Eh c'est le bah gros oui, problème. Quand Carrefour signe un accord de partenariat sur le cloud eh et sur oui. l'IA, ils vont voir Google. Malheureusement, Voilà. et là on en revient à notre discussion, une fois que les trains sont passés, c'est terminé, quoi. On a raté le search, on a raté les plateformes social media, on a Mmh. raté les hyperscalers, et maintenant il nous reste l'IA, au-delà des effets d'annonce. Bah, oui. Il n'y a pas de fatalité à ça, hein. Très récemment, en marge de Vivatech, on a vu par exemple un très grand acteur de l'audiovisuel public, privé français, TF1 pour ne pas le nommer, qui a confié finalement son contenu en streaming, non plus à Amazon, mais à OVH. Donc un acteur français majeur qui fait confiance à un autre acteur français majeur, Mmh. avec une emprise juridique des serveurs qui est là pour le coup clairement française et donc européenne par essence. Je pense qu'en faisant preuve d'un peu plus de patriotisme économique, on pourrait aussi accélérer la transition vers des services numériques qui soient peut-être plus conformes à nos intérêts économiques, mais également plus souverains. Et c'est peut-être... voilà. Il n'y a pas forcément de fatalité quand il existe, comme vous l'avez dit, des alternatives. Voilà, donc effectivement, pensez Europe, France pour ses Ouais. achats et message bien reçu sur la commande publique, Jean-Noël de Gazin. On compte sur vous donc pour continuer à mener la bataille. Merci d'avoir été avec nous en ouverture de ce débrief. On Merci à vous continue. et très bonne émission. Margarita, qu'est-ce qui s'est passé dans la pub digitale cette année là? C'est le grand débrief de l'actu qui clôt la saison de Smartech, la 5e saison. Comment vous regardez ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vu tellement de revirements du côté de Google autour des cookies, par exemple? Bah, exactement, on commence par Google, toujours est le même. Finalement, on a une stabilisation du marché parce que Google s'est prononcé après 5 ans de revirement, de va-et-vient sur cookies, pas cookies, privacy sandbox, on pousse, on arrête, on continue. Finalement, en avril, on a eu une décision concrète, on garde les cookies tiers. Donc Ouais. ça, c'est déjà un message très fort pour le marché. Globalement, beaucoup d'adtech comme nous, comme Weborama, mais beaucoup d'annonceurs aussi, beaucoup d'éditeurs sur le marché, pendant 5 ans, ont investi pour se préparer pour ce nouveau monde où il y aurait zéro cookie tiers. Mais du coup, on a vu émerger des solutions alternatives. Alors on on s'est a vu dit, émerger ah des bah c'est solutions bien, il va y alternatives. avoir d'autres solutions que celles qui sont imposées par les big tech Par les big- finalement. Alors, cette décision, elle est justement importante pour ça, parce que jusqu'à présent, ces solutions alternatives, elles étaient un tout petit peu en mode POC, on les teste, mais on ne sait pas encore, Ouais. on y va, on juste va voir ce qui se passe et on attend Google. Mm. Et là, finalement, maintenant, Google nous a donné une sentence, il a dit, ça y est, on les garde. Ce qui veut dire deux choses, les impacts sont vraiment, l'impact est double. D'un côté, les cookies tiers sont là, ils y restent, donc on peut continuer à les utiliser avec le consentement des utilisateurs.
Ouais. Donc ça garde une partie de l'écosystème qui était voué aussi à ne pas pouvoir se réinventer complètement et à disparaître, surtout les plus petits acteurs. Et un deuxième impact qui est, ça y est, on est dans l'ère de la publicité digitale hybride. Cookies et cookieless. Et donc ces solutions alternatives maintenant ont toute leur place dans ce nouveau monde-là. Margarita, merci Google. C'est ça que vous avez envie Merci de dire. Google. Après 5 ans, Non, mais merci est-ce que Google c'est d'avoir pas- pris une décision concrète. D'un autre côté, est-ce que c'est pas un peu le fin mot de l'histoire finalement nous intéresse plus parce que maintenant l'IA est en train de chambouler complètement le marché, Il y a le ça, marché de la et- recherche, le marché du SEO. Exactement. Et il y a aussi l'arrivée de tous ces nouveaux leviers qui sont très prisés par les utilisateurs Internet aujourd'hui, comme la CTV typiquement, la Ouais. Connected TV, le DOOH, le Digital Out of Home, qui aussi n'a pas de cookies. Et donc en fait, ça crée encore plus la fragmentation. Et je pense qu'à un moment, Google s'est rendu compte qu'il n'était pas possible, tout simplement, de trouver une solution équivalente aux cookies tiers. Parce qu'ils étaient omniprésents sur toute la chaîne. Ils permettaient Mais est-ce de qu'ils vont cibler, garder de leur mesurer. omniprésence dans le nouveau contexte? Alors non, justement. C'est justement ça le paradigme, c'est qu'ils vont toujours rester quelque part en fond, parce qu'ils permettent toujours un certain nombre de choses, mais il y a de plus en plus d'inventaires, de plus en plus d'utilisateurs qui n'ont plus de cookies tiers. Ouais. Donc là, je pense que la décision de Google a été motivée par énormément d'investissements qui n'ont pas abouti à une bonne solution, mais aussi à une fatalité qui est à terme, d'ici quelques années, les cookies vont baisser encore plus, voire complètement disparaître par eux-mêmes. Ça a dû chahuter pas mal quand même pour le retail en matière de SEO, là, toutes ces années d'incertitude. Bah, dans le retail, on parle beaucoup du retail network, Ouais. c'est-à-dire la capacité à avoir un profil à 360. Donc, à la fois suivre la connaissance de l'utilisateur online, ce qui est facile aujourd'hui, hein, mais la recroiser avec la présence physique, ça c'est beaucoup plus complexe. Walmart, il travaille beaucoup aux États-Unis et pour l'instant, ils sont loin d'avoir des solutions qui sont, on va dire, efficaces, pertinentes. Et puis en Europe, on le sait, on a quand même RGPD, on a la CNIL qui est présente. Donc ça complexifie encore un peu plus le panorama. On n'est pas en Chine où on rentre dans un magasin, il y a un écran qui vous reconnaît et qui dit que vous êtes membre Gold du programme de fidélité de la marque dans laquelle vous entrez. Donc tout ça fait que c'est encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais la question qu'on peut se poser, On c'est... travaille bien dans la contrainte, il paraît. Voilà, c'est ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir mis 5 ans à prendre cette décision et pourquoi avoir potentiellement remis en cause les cookies il y a 5 ans. Mais je pense que c'est les réglementations européennes qui ont poussé la Big Tech Ouais. à faire ce travail. Tout ça pour ça. Julien, vous vouliez revenir avec nous sur l'économie de l'intelligence artificielle avec cette question justement, est-ce qu'on a gagné en productivité? Est-ce qu'on va gagner demain en productivité avec l'IA selon vous? Alors, j'ai pas de boule de cristal. En revanche, on commence à avoir des observations qui viennent du terrain, donc du marché, et qui viennent s'ajouter à des travaux qui sont soit plus théoriques, soit plus empiriques, en tout cas académiques. Et ces observations font état de gains de productivité qui, pour l'instant, sont assez modestes et qui viennent plus corroborer le travail d'un économiste comme Daron Acemoglu, par exemple, qui mettait en garde sur la surestimation des gains de productivité, qui laissait à penser que toute proportion gardée d'ici la fin de la décennie, donc d'ici 2030, aux États-Unis, on aurait peut-être une contribution de 1 point à la productivité nationale, bien éloigné d'autres études qui sont nettement plus, on va dire, élogieuses et extrêmement optimistes quant aux gains de productivité. Je pense notamment à l'étude de Goldman Sachs qui est un petit peu brandie à chaque fois que nécessaire par les promoteurs de l'intelligence artificielle, on comprend pourquoi, qui font plutôt état de plus de 9% de gains de productivité d'ici la fin de la décennie. Donc pour l'instant, effectivement, les gains de productivité ne sont pas forcément aussi flatteurs qu'espérés. Mais est-ce que c'est un mirage pour autant? Alors voilà, est-ce que c'est un mirage pour autant? La question doit être, à mon sens, adressée à un économiste. Et fait appel à un paradoxe qui ne date pas d'hier, qui s'appelle le paradoxe de Solow, un nom d'un très grand économiste qui a émis ce paradoxe en 1987, donc vraiment c'est pas récent, et qui disait déjà à l'époque, on voit des ordinateurs de partout, mais pas dans les chiffres de la productivité. Et après plus de 40 ans de développement informatique, numérique, digital, ben, en vérité, on ne voit pas beaucoup plus dans les chiffres de la productivité d'impact, en fait, malgré cette technologie qui est disponible
sur étagère qui est omniprésente dans notre quotidien et dans le quotidien productif finalement des entreprises qui les utilisent. Alors pourquoi ? En fait, parce qu'on fait une énorme erreur et quelque part on est un peu matrixé sur le plan cérébral par l'ensemble des promoteurs des technologies qui veulent nous vendre, en fait, nous survendre leur technologie parce qu'ils en vivent, on comprend bien quoi. En fait, ils oublient que dans la productivité, il y a deux facteurs en fait. C'est un ratio. Si je simplifie au maximum, il y a d'un côté effectivement les coûts liés à la production, mais il y a un numérateur qui consiste à mesurer la production. Donc effectivement, si vous avez une technologie qui vous permet de gagner du temps, d'avoir de meilleurs process de production, et peut-être parfois de supprimer des emplois, on y reviendra, vous allez faire probablement des économies. Est-ce que ces économies seront déjà à la même hauteur que les coûts liés à l'accès à la technologie qu'il a bien fallu payer et les coûts de mise en œuvre de la technologie avec de nouveaux emplois qui ont été créés par elle, de nouvelles personnes qui sont là pour monitorer la mise en place dans l'organisation parfois complexe de cette technologie, la question, elle se pose et certainement qu'elle est beaucoup plus équilibrée qu'on ne le pense. Mais surtout, est-ce que cette technologie vous a permis de gagner de nouveaux clients ? Est-ce que cette technologie vous a permis de produire plus et de vendre plus ? Est-ce que ça remplit le carnet de commandes ? En vérité, la plupart du temps, ça ne dépend pas directement de la technologie. Parfois, ça existe de façon très micro, on peut le voir. Mais au niveau macro, ça ne dépend pas de ça. Au niveau macro, ça dépend de la bonne santé de l'économie et donc de la croissance. Et l'IA générative, elle ne change pas la donne dans ce domaine, justement. Ce n'est pas plus un vecteur de croissance ? Alors, ça pourrait l'être. En tout cas, là, pour l'instant, c'est surtout un vecteur de croissance pour des entreprises dont on parlait tout à l'heure dans le premier sujet, qui maîtrisent des nœuds de valeur essentiels, en fait, surtout dans l'infra, en fait. Ouais. Que ce soit les GPU, les CPU, que ce soit dans les infrastructures numériques lourdes comme les data centers. Là, ça génère réellement de la valeur. Sur les domaines plus applicatifs, la question se pose, et notamment dans l'intelligence artificielle générative, où là, sincèrement, pour l'instant, les business models ne permettent pas encore de rassurer complètement les investisseurs quant à la capacité de pouvoir générer un retour sur investissement positif à horizon d'investissement, on va dire, de 5 à 10 ans. Et effectivement, il commence à y avoir des investisseurs qui se posent la question de savoir s'ils n'ont pas un peu trop investi dans certains acteurs comme OpenAI, par exemple. Donc là, on est face à une vraie incertitude, pas tant économique, mais financière, parce qu'il y a une petite bulle quand même qui s'est créée autour de l'intelligence artificielle, une petite bulle qui pourrait éventuellement un jour non pas éclater, parce qu'il y a trop d'intérêts convergents pour qu'elle n'éclate pas, mais en tout cas un petit peu déflater. Et on le sait comment ça marche. Ça s'appelle un petit assainissement du marché. Ça peut arriver de cette manière-là. Assainissement qui pourra aussi être plus ou moins provoqué par des très gros investisseurs aujourd'hui, comme BlackRock et d'autres, qui sont un peu price makers en fait, sur ces marchés-là, qui, en décidant de désinvestir un petit peu, vont créer en fait, les conditions d'une bulle qui déflaterait un petit peu. Mais ça ne répond pas à la question qu'on se pose sur la question de la productivité réelle de ces facteurs-là et leur capacité à pouvoir chambouler les emplois. Pour l'instant, on ne le voit pas. On voit plutôt des individus qui peuvent se servir d'intelligence artificielle, notamment générative, parce que c'est la plus simple finalement et la plus accessible à l'ensemble des travailleurs, qui peuvent l'utiliser pour gagner du temps, pour faire mieux certaines tâches, notamment des tâches de codage, notamment des tâches créatives aussi. Mieux, ça reste à prouver. Hein. En tout cas, parce que justement, je pense qu'il y a un risque de faire plus vite, plus automatisé, pas forcément avec une meilleure qualité. C'est là qu'il est important que ces entreprises-là, on parlait de coûts de production tout à l'heure, continuent à avoir des investissements dans le contrôle qualité. C'est ça. Pour s'assurer qu'effectivement, ce travail qui aura été automatisé. Merci Delphine, aura été conforme vis-à-vis des critères de qualité de production. Alors, vous nous dites, Julien, que là où il y a la valeur aujourd'hui dans l'IA, c'est notamment du côté des infras. Donc, je voulais quand même qu'on termine avec une bonne nouvelle pour la France, l'Europe, avec un projet franco-allemand, Cypearl, qui a bouclé donc, sa série A à 130 millions d'euros. Hein, c'est la plus grosse... le plus gros deal bouclé dans le domaine des semi-conducteurs sans usine, parce qu'en revanche, ces puces sont fabriquées par TSMC, donc usine taïwanaise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, on commence à avoir une architecture solide pour du supercalcul, pour l'intelligence artificielle, qui sera 100% née d'un projet et d'ailleurs et d'un financement au départ complètement européen. Donc voilà, c'est une note positive. Est-ce que, puisqu'on termine cette saison de Smart Tech ensemble, vous imaginez que les choses vont évoluer dans le bon sens là pendant qu'on va partir en vacances et qu'à la rentrée, on va avoir des champions dans l'infra, dans le numérique, dans l'IA? Peut-être pas à la rentrée tout de suite, hein, Delphine. Ces investissements mettent du temps quand même.
Un premier Peut-être dans les pas 2 vers un prochaines années. champion. Margarita. Je suis assez d'accord avec Julien, peut-être pas à la rentrée, mais peut-être dans les 2-3 Dans la prochaines pub années qui digitale, arrivent, peut-être. dans la pub digitale, effectivement. Bah oui. L'IA arrive à grands pas aussi dans la pub digitale, elle n'y est pas épargnée non plus. Et on la voit globalement à peu près à toutes les échelles. Mais pour l'instant, on est quand même très dépendant des technos étrangères, effectivement, et des grandes plateformes, parce que globalement, c'est elles qui introduisent, que ce soit dans la créa, que ce soit dans le ciblage, dans les insights, dans l'analyse des bilans, dans Ah la ouais, création de tout pareil. ça, en fait, partout sur toute la chaîne. Mais on est encore très dépendant. Et personnellement, moi, j'aimerais bien pouvoir travailler avec plus d'acteurs comme Mistral, comme Qtile, qui aillent beaucoup plus dans cette chaîne de valeur et qui aillent sur la créa, sur les insights, le ciblage, qui nous permettent Donc vous nous dites plus qu'il de manque aujourd'hui productivité. les bonnes entreprises dans l'écosystème où on les connaît pas. Peut-être vous ne On les les connaît connaissez peut-être pas, Margarita. peut-être qu'on Bah ne les oui, connaît voilà. pas et ils Parfois, ont c'est ça. tout intérêt à se faire connaître beaucoup plus pour qu'on puisse les utiliser. Alors dans la pub digitale, on voit l'émergence aussi de quelques startups, alors surtout anglaises, qui arrivent avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors est-ce qu'on prend l'Angleterre dans l'Europe? Je ne sais Exactement. pas. mais bon. Est-ce que Allez, c'est la grande question? soyons larges. Bon, Pascal, on a déjà des champions de votre côté, donc tout va bien. Oui, enfin, je voulais pas doucher l'optimisme, mais Ah qui mince. investit dans Mistral, c'est Microsoft. Voilà. Donc Effectivement. aujourd'hui, Pas seulement, mais oui. même une entreprise comme OpenAI est entre les mains de Microsoft en réalité, puisque 20% de leur chiffre d'affaires doit partir chez Microsoft. Leur propriété intellectuelle, c'est la dépendance de Microsoft, et tout le computing, tous les clouds, c'est Microsoft. Donc vous voyez, on est toujours finalement, on a toujours un maître dans le monde, et l'indépendance dont on parle, pour l'instant, pour moi, je ne la vois pas complètement. Après, regardez, Il y a quand même un réveil. Il y a quand même un réveil de l'Europe là en ce moment. la force et la faiblesse de l'Europe, sa faiblesse, c'est le fait qu'on soit 27 nations. Oui. Donc on est un kaléidoscope de nations, difficile à faire marcher d'un même pas. On n'a pas un marché unique comme les États-Unis. On dépend de réglementations qui sont différentes, de marchés juridiques qui sont différents. Et ça nous pénalise. C'est un peu comme l'Europe de la défense. Au moment où il faut vraiment prendre des décisions, tout d'un coup, il y a moins de monde autour de la table. Et ça nous pénalise très fortement. Même si on voit justement maintenant l'Europe qui commence à dire on peut avancer qu'à 2, 3, 4 pays finalement. Hein. Si on est d'accord sur des intérêts communs, on commence par des petits noyaux. Il y a des projets qui avancent comme ça en ce moment. Il y a l'initiative Eurostack dont on a parlé dans Smart Tech. Je vous invite à regarder cette émission sur le sujet qui justement travaille sur la question de l'infrastructure véritablement du numérique européenne avec des pistes très concrètes, très réalisables. Julien, Non, mais Pour conclure. qu'on puisse réaliser des choses extraordinaires en Europe, j'ai aucun sujet là-dessus. ouais, On je a vais les pas talents. prononcer le nom de l'open source, mais voilà, Oui. on voit aussi toutes ces pistes puis, aujourd'hui on n'a qui pas commencent besoin- à être explorées très sérieusement, mais au niveau politique. Absolument. Et on n'a pas besoin effectivement d'être 27 autour de la table. On a fait Airbus à 3, quoi. Qu'on soit très clair. Non, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et effectivement, là où c'est sympa, c'est qu'on voit que côté politique aujourd'hui, ces sujets sont pris plus au sérieux qu'ils ne l'étaient il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière, et que le fait d'avoir prêché un petit peu dans le désert pendant des années commence à porter ses fruits. Donc il y a une volonté politique. Reste à savoir si on sera capable de mettre en œuvre, parce qu'effectivement, Point comme je final. l'ai dit, tous les chemins aujourd'hui mènent encore à Microsoft. Et bien, c'est à pour ça Google qu'il et va au GAFA. falloir regarder Smart Tech à la rentrée, puis aussi tout l'été pour bien se rester à jour de tous ces sujets. Merci Julien Pillot, Margarita Zlatkova et Pascal Malotti. Merci à Lily Zalkin qui m'a accompagnée pendant toute cette magnifique saison. Et merci à vous de nous avoir suivis avec une grande fidélité. C'était Smart Tech, votre émission préférée sur le numérique, bien sûr.